Notre troisième rendez-vous ici pour cette ouverture de saison culturelle au théâtre d'Avranches ce dimanche 29 septembre. Et ce troisième rendez-vous, eh bien, c'est auprès de l'artiste Cyril Dubois qui sera, on va y revenir tout à l'heure, partenaire de cette saison culturelle. Moi, ça m'intéressait de savoir d'ailleurs ce que vous allez proposer en tant que partenaire de cette saison culturelle. Et pour accueillir Cyril, il y a Martine à mes côtés que vous retrouvez tous les dimanches matins pour Classique en terre inconnue. Je vais être galant, excusez-moi Cyril. Bonjour Martine. Bonjour Stéphane, ça va très bien. Alors, bonjour Cyril. Bonjour. Cyril Dubois, grand artiste lyrique à l'international évidemment. Et peut-être pas utile de présenter, mais peut-être que justement Martine va s'associer à cette présentation. Je te laisse donc la parole, Martine. Je vais simplement poser quelques questions pour qu'on ait le plaisir de vous entendre parler de votre carrière. Donc, je me suis intéressée donc à votre parcours musical. Et pouvez-vous nous dire qui sont les personnes qui ont le plus marqué votre formation par leur pédagogie ? Alors moi, je suis très attaché à notre territoire de la Normandie. Et puis, depuis que je suis installé maintenant, il y a une quinzaine d'années dans le sud de la Manche, j'ai beaucoup de plaisir à revenir dès que je peux, dès que mon agenda me le permet, dans le territoire. Donc, pour parler brièvement de ma formation, elle a commencé il y a très longtemps à la maîtrise de Caen, avec une rencontre fondamentale avec Robert Wedel, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier pour découvrir la musique classique au tout jeune garçon que j'étais à l'époque. Et donc j'ai pu rester dans le cursus de la maîtrise de Caen, qui existe toujours, qui est ouvert aux garçons et aux filles depuis cette année. Et c'est un grand plaisir de revenir de temps en temps, les voir aussi et faire de la musique aussi avec eux. Donc Robert, bien sûr, qui a été une personne prépondérante. Et puis après, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire au cours de mon chemin. Et je pense aussi au passage par le Conservatoire de Paris, avec des professeurs comme Anne Le Bozec, par exemple, qui ont beaucoup orienté aussi mon cheminement intellectuel. Et puis je pense aussi à l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris, en la personne de Christian Schirm, qui m'a donné toutes les opportunités après de développer ma carrière. Donc voilà, c'est des personnes que je garde dans un coin de mon cœur. Très bien. Je vais faire un tout petit clin d'œil. Est-ce que vos études en halieutique. On a répété pourtant. Oui, pourtant. Vous ont fait choisir votre programme autour de l'amour et de la mer et des mélodies au bord de l'eau. Oui, la mer a toujours été présente. Comme je le disais un peu précédemment, j'ai grandi au bord de la mer, sur le territoire de la Normandie, à Ouistreham, Rivabella. Et donc pour moi, la mer a toujours eu une importance prépondérante. Et c'est un matériel poétique et qui apporte énormément d'imaginaire. Et donc à la fois les poètes et les compositeurs ont réussi à mettre en musique des choses, des textes qui sont extrêmement évocateurs. Donc c'est un matériel formidable pour un artiste de pouvoir se plonger dans ces corpus. Alors, si je peux me permettre, Cyril, j'aimerais, excuse-moi Martine, j'aime bien savoir d'où ça vient, moi, tout ça. Pourquoi cet art lyrique? Est-ce que chez vous, on écoutait dans la famille de la musique classique, l'art lyrique en particulier? Comment ça vous est venu tout ça? Pas fondamentalement, en fait. J'ai une partie de ma famille qui est issue du milieu ouvrier, donc qui n'avait pas du tout de lien avec la musique classique. Une autre partie de ma famille où on écoutait un petit peu de la musique. J'avais mes grands-parents qui écoutaient France Musique assez fréquemment, mais le milieu classique professionnel n'était pas prépondérant. Donc je suis le premier musicien de la famille à en faire mon métier en tout cas. Mais j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Et après, le chemin s'est un petit peu déroulé sous mes pas. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir être guidé. Il y avait cet attrait, cet appétit de la musique déjà tout petit.
Et les personnes que j'ai rencontrées au fil de mon chemin ont réussi à faire fructifier cet amour pour la musique. Martine ? Oui, donc le 4 février, vous proposez un concert qui s'appelle Mélodie au bord de l'eau. Alors, je lis le programme, Fauré, je connais, du Parc aussi, Debussy, Anne, Poulenc. Mais alors là, je ne connais pas Louis Bates. Alors, Louis Bates, c'est un compositeur, comme son nom ne l'indique pas, qui est bien français, qui est bordelais d'origine, et c'était un compositeur vraiment important à son époque, parce qu'il a été directeur de l'Opéra Comique. C'est grâce à lui, voilà, à la fin de sa vie, dans les années 50, 52, 53, si ma mémoire est bonne. Et donc c'était vraiment une personne qui avait autorité à l'époque sur la place parisienne. Et il a laissé un corpus de mélodies qui est de véritables petits bijoux, en tout cas qu'avec Tristan Raes, le partenaire, mon pianiste avec lequel je vais faire le récital du mois de février. On va y revenir dans quelques instants si vous voulez bien. Voilà, et donc on a eu énormément de plaisir à découvrir ce répertoire. On n'a pas pu aller au bout de la découverte de son corpus parce que les pièces sont très difficiles à aller chercher. Mais c'est voilà, tirer un fil. Exactement, tirer un fil et on s'est pris en affection de ce compositeur. Donc vous avez enregistré, c'est en mars 2024 avec une belle pochette, on dirait du Matisse. Oui, absolument. C'est vrai. Hein. Oui, et c'est vrai que ça donne envie d'écouter, en fait, de découvrir. Et je pense qu'on découvrira au théâtre, enfin, dans ce concert. La salle de convivialité, Martine Romagny-Fontenay. Oui, on c'est aura ça. le plaisir d'aller pour la première fois nous-mêmes également. Voilà. Pour Mélodie du bord de l'eau. Moi, je voulais savoir justement. Bon, je triche un peu, j'ai vu une petite vidéo qui raconte votre collaboration avec Tristan Reis. Voilà. Comment ça se passe entre vous deux, que vous travaillez depuis longtemps ensemble ? Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. On s'est rencontrés sur les bancs, même si ce n'est pas forcément des bancs, mais c'est les bancs de l'école du CNSM de Paris. Et en fait, dans la classe de Anne Le Bozec, dont je parlais tout à l'heure, et on a justement développé cet appétit pour le répertoire français, la mélodie française, qui est un répertoire vraiment particulier de la musique classique. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas cet univers, c'est des poèmes, des grands poètes de type Verlaine, Baudelaire, Victor Hugo, qui sont mis en musique par des compositeurs. On pense à Gabriel Fauré, vous en parliez tout à l'heure, on pense à Poulenc, à Duparc, à Chausson, et il y a en fait un foisonnement pratiquement infini. On peut passer sa vie à découvrir des nouvelles mélodies. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée avec Tristan. Fauré qu'on a redécouvert avec grand plaisir là tout au long depuis le début de l'année pour c'était la célébration de sa disparition, je crois. Hein. Absolument, on commémore le centenaire de sa mort et d'ailleurs c'est presque il y a 100 ans jour pour jour. C'était début novembre. Justement, j'ai vu que vous aviez enregistré l'intégrale des mélodies de Fauré. J'ai compté, ça en fait 103. C'est incroyable. C'est un triple album alors. Absolument. Comme travail, parce que là, chaque mélodie est un univers en fait. Et ça doit être, je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour préparer cet enregistrement. On a été aidé en cela, si on peut dire, aidé par les circonstances de la pandémie qui nous ont d'un seul coup libéré énormément de temps pour pouvoir travailler. Fauré, c'est un compositeur qui voilà, il est né en 1845, il est mort en 1924, et il a... C'est une charnière dans ce répertoire typique qu'est la mélodie française. Il y avait des grands compositeurs qui l'ont précédé. On peut penser à Bizet, on peut penser à Massenet, on peut penser à Gounod, qui ont écrit des grands opéras. Et Fauré a transformé le langage qui était peut-être... la musique était peut-être une circonstance à faire entendre les belles voix des chanteurs et les mots des poètes, mais... aux alentours de la période de Fauré, et Fauré en est un des artisans les prépondérants, on a vraiment quelque chose qui se lie intrinsèquement entre la musique des mots et la musique du compositeur. Et c'est lui qui a créé en fait la mélodie telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui a après inspiré des compositeurs comme Debussy, comme Ravel, comme Poulenc. Et donc voilà, c'est passionnant de voir à quel point il a une place importante dans ce répertoire.
Alors, on voulait aussi quand même revenir, justement, vous l'avez cité, Ernest Chausson, pour le poème de l'amour et de la mer. Ce sera le dimanche 8 décembre. Vous ne serez pas tout seul là, au théâtre ici. Alors là, donc le poème de l'amour et de la mer, c'est une pièce un peu particulière de Ernest Chausson. Il a écrit deux grandes fresques dans le cours de sa vie. On pense à la chanson perpétuelle et on pense notamment à ce poème de l'amour et de la mer qui normalement a été écrit d'abord pour piano, version avec piano, puis ensuite réorchestré pour un grand orchestre. Et sauf qu'on ne peut pas faire rentrer les orchestres partout, donc il y a eu une petite réduction de fait et nous c'est la version que nous allons proposer au mois de décembre avec donc un quatuor à cordes, un piano et un chanteur qui va essayer de rendre le mieux possible l'atmosphère que Chausson a voulu insuffler sur cette pièce qui est merveilleuse. Je pense que peut-être certains de vos auditeurs connaîtront cette pièce merveilleuse qui est Le Temps des Lilas, qui est même passée presque dans l'imaginaire populaire. Eh bien, ça vient de cette pièce merveilleuse qui dure à peu près une vingtaine de minutes et qui nous fait voyager justement au fil de l'eau. On a hâte, n'est-ce pas, Martine? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on représentera d'ailleurs votre programme à nos auditeurs. Moi, j'ai une dernière question. Vous avez enregistré de nombreux opéras. Est-ce que vous avez une préférence pour l'un d'eux? Alors, pas forcément pour l'un d'eux, parce que pour moi, c'est très difficile. Et dans ma formation initiale de maîtrisien, j'ai toujours eu la chance de pouvoir avoir embrassé une période très très large et donc la polyvalence, l'éclectisme ont toujours été les maîtres mots de ma formation et je tente de continuer à les mettre en valeur en tant que dans mon parcours de musicien maintenant accompli. Donc voilà, j'ai une affection quand même particulière pour notre langue, pour le bien dire, pour le bien déclamer, ces choses qui me sont chères. Et donc je pense que pour un artiste francophone, c'est toujours intéressant de pouvoir le défendre dans son pays. Et c'est moi, que ce soit de la musique baroque ou de la musique classique, romantique. Deux Salieri, j'ai vu deux Salieri. Oui, et un Mozart. Est-ce que je me trompe? Voilà, mais bon, on a une période qui est très vaste depuis que la musique est écrite. Et je trouve dommage de ne s'intéresser qu'à une seule période. En tout cas, mon instrument me le permet. Donc j'essaye de pouvoir rendre hommage à toutes ces périodes. Et le fait de chanter en français, c'est vraiment une place spéciale ou c'est comment dire, la même technique en fin de compte? Oui, c'est toujours un peu la même technique, mais après on a une attention portée aux mots qui est peut-être différente. Ouais. Et donc c'est ce que souligne la critique, en fait, sur vos interprétations la plupart du temps. Je laisse la critique faire son travail, mais je peux pas juger la qualité de mon travail. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on vous remercie depuis qu'on sait qu'on allait avoir le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, de nous faire découvrir ou redécouvrir, mais surtout découvrir certaines œuvres, justement, ces artistes, ce répertoire-là qui est vraiment passionnant. C'est une des missions, en tout cas, que j'essaye de me fixer, c'est de retourner dans le territoire, les territoires, pour apporter la musique classique, parce qu'on, bien sûr, quand on habite dans des grandes villes, on a l'habitude, on a plus de facilité à pouvoir accéder à ce genre de répertoire, à ce genre de musique, mais je pense que aujourd'hui, on a les possibilités d'amener la musique dans des lieux insolites, envers un public qui ne connaît pas forcément. Et moi, j'invite vos auditeurs à être curieux, justement, à pas se dire que c'est forcément la Castafiore qui va chanter. Non, mais c'est de la poésie. C'est quand on aime les belles choses, je pense qu'on se retrouve dans ce répertoire. En tout cas, j'espère que ça aura donné envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais quand même, avant de vous libérer, parce que l'ouverture va bientôt démarrer, je voulais savoir justement comment vous percevez, vous, votre rôle, et pourquoi avez-vous d'ailleurs accepté votre rôle d'artiste associé de cette saison culturelle? Alors pour moi, c'est très important de m'inscrire dans une logique de territoire et sur le temps long. Je pense que je sais ce que je dois à mon territoire, à la Normandie, pour la formation que j'ai eue, les opportunités qui m'ont été offertes plus jeune, les rencontres exceptionnelles que j'ai pu faire avec des musiciens formidables. Et je pense que c'est bien pour les artistes de retourner dans un lieu auquel ils sont attachés et de pouvoir
construire, co-construire, venir avec des rendez-vous réguliers. Là, avec la petite association dont je m'occupe, qui s'appelle Mélodie en Herbe. Oui, c'est vrai. On n'a pas pris le temps d'en oui, parler. On n'a pas parlé, mais on a plein de choses. On a parlé plein de choses. On se reverra avec grand plaisir, plus longuement si vous voulez bien, dans le studio ici oui, à Avranches. Avec grand plaisir. Mais donc avec cette petite association, on essaye d'apporter la musique et aussi, par exemple, aux écoles, en faisant de la médiation, en faisant des actions culturelles, justement à destination du futur public de demain pour les éduquer, parce que l'oreille, ça s'éduque. De la même façon qu'on apprend à lire, on apprend à écouter la musique et qu'elle soit la plus diverse possible. Merci beaucoup à vous, on vous libère. Merci Martine. Merci. Et on rappelle donc votre premier rendez-vous, ce sera le dimanche 8 décembre au Théâtre d'Avranches pour Poèmes de l'amour et de la mer par Ernest Chausson. Vous serez, j'ai peur de mal prononcer le quatuor Yako, tout simplement. Mais on le redira dans nos prochaines émissions en direct sur Radio Sud-Manche et pour le classique et pour le rendez-vous du midi pile. Bien évidemment, merci beaucoup à vous, bonne fin de journée. Merci à vous.